j'ai le plaisir de vous présenter Pierre, qui est journaliste et qui est un ancien correspondant avec beaucoup d'expérience en Afrique du Sud, à Jérusalem et en Chine. Je vais faire vite, il a plein d'autres qualités, j'aurai pour 3 heures à le dire, et on a 30 minutes. Hein, d'accord, donc on va faire court. Et entre autres aussi, il assure des rubriques au Nouvel Obs actuellement. Voilà, le droit au bonheur et la France à l'épreuve du monde. Alors on va peut-être commencer par la France à l'épreuve du monde, et je me suis servi des 3 catégories que Pierre a utilisées dans son livre pour analyser les causes du pessimisme français et sortir un peu de notre zone de confort intellectuel pour voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et avec quelques faits précis, comment avoir un regard davantage sur l'extérieur, parce que ça fait partie d'une de tes frustrations, je crois, c'est de réaliser que trop souvent, les hommes qui sont chargés de nous un peu représenter, on croirait que la France et Paris, c'est le nombril du monde. Hein, si tu veux bien concrètement D'accord. Merci, merci Jeanne, merci à toutes et tous. C'est vrai que ce livre est né d'une frustration d'un Français qui regarde souvent son pays de l'extérieur. Moi, j'ai travaillé presque toute ma vie à l'étranger, et donc j'ai regardé mon propre pays avec des yeux parfois un peu étonnés, parce que la distance, c'est une sorte de pas de côté qu'on fait pour regarder la réalité et se dire parfois qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe, on ne comprend pas pourquoi les Français sont si pessimistes quand on à ce relativisme que constitue le voyage en particulier. Mais il m'a semblé à un moment, et c'est pour ça que j'ai fait ce point fixe avec ce livre, on est au milieu, tous, pas seulement nous en France, mais le monde entier, est au milieu d'une transformation, d'un changement d'époque qu'on a du mal à identifier, à nommer, à décrire, parce qu'on est au milieu d'un processus, et quand on est au milieu du processus, on le voit, on n'a pas le recul nécessaire. Et que parmi les choses qui nous rendaient peut-être mal à l'aise, ou en tout cas dans cet inconfort qu'on sent en France depuis des années, et qui paradoxalement s'est exprimé de manière très claire pendant les élections. On a eu ce sentiment de changement d'époque pendant ces élections, ce qui n'était pas du tout le propos de mon livre, puisque je l'ai terminé des mois avant qu'on sache à quoi ressemblerait cette élection étrange. Mais je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait mettre noir sur blanc, et qui peut-être nous permettraient de nous sentir un petit peu plus à l'aise avec les faits, de les comprendre, de les intégrer à notre grille de lecture et d'analyse du monde, et peut-être de trouver qu'on a encore en nous tous les atouts nécessaires pour avancer là où on est en proie à un déclinisme qui est parfois maladif. Et parmi ces éléments, Jeanne disait tout à l'heure, à écouter nos hommes politiques, on a l'impression qu'on est le nombril du monde. Bon, il faut quand même avoir à l'esprit que le monde, il a changé d'une manière extraordinaire, et pas simplement au cours des dernières années, mais juste un tout petit fait. En 1870, les 3 premières puissances mondiales, c'était l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les trois puissances européennes. 1970, ça devient les États-Unis, le Japon, l'Allemagne. Aujourd'hui, États-Unis, Chine, Japon. Tiens, il n'y a plus d'Européens. Et dans 20 ans, 30 ans, Chine, États-Unis, Inde. C'est-à-dire que rien qu'à travers cette évolution entre 1870 et aujourd'hui et la période devant nous, on voit bien que ce que nous considérons encore dans nos têtes, que nous sommes les plus beaux, les meilleurs, les plus grands, les plus forts, qui avons tout inventé, tout créé, que nous sommes le foyer de la civilisation et de la modernité, il faut peut-être relativiser un petit peu et se dire que d'autres ont d'autres prétentions tout aussi légitimes, à en incarner en tout cas une partie, une facette
ce qui n'enlève rien à nos mérites, à notre poids et à notre capacité encore à inventer et à créer des choses. Mais voilà, le monde n'est plus tout à fait à l'image de ce qu'il était en 1870. Deuxième élément, démographique, celui-là, tout simplement. Le continent européen, c'était 22% de la population mondiale il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, c'est 6%. Là encore, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que on va se tirer une balle dans la tête en disant on est mort et on va être submergé par les hordes barbares. C'est pas la question, c'est la question de savoir que le monde dans lequel nous vivons n'est plus celui dans lequel nous avons grandi ou celui dans lequel nous avons bâti nos certitudes. Et je pense que comprendre ça, accepter ça aussi, parce que l'acceptation du fait que le monde n'est plus le même, c'est déjà la moitié du chemin de la sagesse. Et quand vous êtes, alors Jeanne revient de Shanghai, et il se trouve que moi on s'est connus notamment à travers la Chine, mais moi j'ai vécu 5 ans en Chine. Quand vous êtes à Shanghai aujourd'hui, vous réalisez parfaitement, et sans que ça nous empêche de dormir, et sans que ça nous conduise à nous suicider, que le monde ne tourne pas autour de Paris, et qu'il peut y avoir une autre partie du monde qui a une autre vision du monde dans laquelle elle a d'autres paramètres et d'autres forces qui sont non négligeables. Je consacre un chapitre entier à l'Afrique dans mon livre parce que je pense que c'est un élément fondamental aujourd'hui pour que la France se réconcilie avec le monde. On a une histoire avec l'Afrique qui est celle de la colonisation, qui est celle de la post-colonisation, et on a une histoire qui est très paradoxale, c'est que les pays africains ont obtenu leur indépendance en 1960, et jusqu'à une date pas si éloignée, on a fait comme si, de fait, ils n'étaient pas indépendants parce qu'on a continué à les diriger de manière extrêmement étroite. Et il se trouve que j'ai beaucoup voyagé dans toute l'Afrique pour Libération dans les années 80. C'était invraisemblable le pouvoir qu'avait la France dans ses anciennes colonies. À Bangui, un endroit qui va mal aujourd'hui, vous aviez le patron de la garde présidentielle qui était un officier français, tout le monde surnommait Lucky Luke parce qu'il était très grand et très maigre, et qui pouvait faire irruption, et l'anecdote est authentique, elle m'a été racontée par l'intéressé, il pouvait faire irruption dans le bureau du ministre des Transports qui s'apprêtait à signer un accord avec une compagnie aérienne française, privée, et cet officier disait au ministre « Non, monsieur le ministre, vous ne signez pas ». Et le ministre bloquait son stylo et ne signait pas. Tel était le poids de la France dans un certain nombre de ces pays pendant longtemps. Et puis il s'est passé un truc bizarre. En 89, chute du mur de Berlin, tout d'un coup l'horizon devient européen, la nouvelle frontière c'est l'Europe de l'Est, l'élargissement, etc. Et on a tourné le dos à l'Afrique. Et on s'est complètement désengagé de l'Afrique, à quelques exceptions près. Le tissu économique français, le tissu humain français en Afrique a déserté et tout le monde s'est retourné vers l'Europe. Et comme la nature a horreur du vide, la Chine a pris cette place et a occupé une place absolument primordiale dans les échanges économiques et dans l'influence sur le continent. Et tout d'un coup, la France se réveille avec un continent qui est aujourd'hui qui a un potentiel absolument fabuleux, qui est en train de se transformer sans qu'on l'ait vu. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, la majorité des enfants qui naissent en Afrique naissent dans des villes et non plus à la campagne. C'est quelque chose, c'est un changement culturel, économique de demain colossal. L'Afrique, ça sera 2 milliards d'habitants dans 50 ans. L'âge moyen d'un pays comme le Niger, c'est 17 ans. L'âge médian, pardon, c'est 17 ans. Donc voilà, et nous, qui avons ce lien historique, une sorte de prolongement qui s'est fait par l'histoire, par les échanges, par les besoins économiques, les matières premières sont là-bas, etc.
on a tourné le dos à ce monde et on est parti ailleurs. Et quand Sarkozy, en 2007, vous vous souvenez peut-être de cette polémique, fait ce discours où il dit le discours de Dakar. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Ça a choqué tout le monde en Afrique parce que c'était une vision totalement rétrograde des choses. En fait, ce qu'il signifiait, c'est que c'était la France qui était sortie de l'histoire de l'Afrique. Et que je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui peut non pas sauver la France ni sauver l'Afrique, c'est pas ça la question, parce que l'Afrique elle se sauvera toute seule et la France elle se sauvera toute seule aussi ou ne se sauvera pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a un destin lié naturel qui est que la France et l'Afrique travaillent ensemble pour se développer. Il y a aujourd'hui des zones économiques, géographiques qui sont clairement identifiées comme tout le bassin Asie-Pacifique, qui a sa propre logique, qui a sa propre circulation d'idées, de capitaux, de travail, etc. Autonome. L'Amérique du Sud a pris aussi son autonomie, et ça avec beaucoup de difficultés. Et la période Trump ne facilite pas les choses, mais en tout cas, elle était en voie de se réconcilier avec l'Amérique du Nord, etc. Et nous, on a cette perspective quasiment logique, Europe, bassin méditerranéen, Afrique, et qui est le seul axe logique de développement, de vie ensemble, dans lequel peuvent se régler un certain nombre de questions, que ce soit celle de l'émigration, du développement, de l'environnement, etc. Et nous ne savons pas construire ce monde-là. Voilà, ça fait partie des défis que je pense qu'il faut identifier, parce qu'ils sont sur la table, ils sont devant nous. Et j'étais frappé lorsque il y a eu le premier débat des primaires de la droite, c'était juste au moment où je finissais mon livre. La seule référence à l'Afrique avait été faite par Nicolas Sarkozy, qui a dit « ils vont être 2 milliards, ils vont tous vouloir venir vivre chez nous ». Voilà. C'était une vision où on joue sur les peurs, sur les fantasmes, etc. Alors que voilà, il y a d'autres manières d'aborder le problème, dans lequel, effectivement, le fait que s'il y a 2 milliards d'habitants dans un univers qui n'a pas de développement, effectivement, ils voudront aller vivre ailleurs. Ça, c'est clair. Mais je pense que prendre le sujet uniquement sous cet angle-là, c'est se contraindre à vivre dans la peur et dans et dans cette idée d'un monde assiégé. Ce qu'on trouve comme dynamisme dans ton livre, c'est justement ça. Ça n'est pas un brûlot contre la France, ça n'est pas non plus fait pour nous décourager, c'est fait pour avoir un autre regard et aussi bien réaliser que les échos que nous avons honnêtement trop souvent en France sont réducteurs. C'est pas encourageant à aller voir ailleurs, ça n'est pas dénigrer la France que de dire tout ce que tu as dit, au contraire. Et ce que j'ai moi entendu tout récemment, c'est aussi que, y compris en étant plus petit entre guillemets qu'on ne croit, on attend beaucoup de la France. Tu vois, sur un plan même des idées, des échanges et de... Mais le paradoxe, c'est pour ça que effectivement, tu dis c'est pas contre la France, de toute façon ça veut rien dire contre la France. Ça peut être contre soi aussi. Non, c'est que effectivement on attend beaucoup de la France, et on le voit bien ces jours-ci, parce que tout d'un coup la France est redevenue une sorte de référence une petite lumière, contre toute attente, etc. Mais ce que nous, on doit bien comprendre aussi, c'est que, en gros, le monde, il vit très bien sans nous. Mais il peut vivre un peu mieux avec nous. Parce que, voilà, on est un pays qui a accumulé au fil du temps un savoir-faire, une culture, un mode de vie aussi. Oui, un mode de vie et de relations et de gestion des conflits, etc., qui a ses bons et ses mauvais côtés. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe et que ça peut être positif, et que ça passe par l'Europe. Alors, la question de l'Europe, elle est toujours controversée, et elle est au cœur de nos débats en ce moment, et c'est très intéressant et c'est très bien, parce que
on a eu un rapport très ambigu à l'Europe. L'Europe était très à la mode en France dans les années 80. C'était le nouveau rêve à l'époque où Delors était le patron de l'Europe. On y croyait tous, c'était notre nouvelle utopie collective. Et il y a cette ambiguïté qui est peut-être que c'était dû au fait qu'un Français dirigeait cette Europe. Et qu'on a cru, je pense, à un moment que l'Europe serait une grande France. Voilà, que la France, dans le monde qui se transformait, n'avait peut-être plus les moyens de peser autant qu'elle pesait auparavant, et qu'à travers l'Europe, elle aurait cette possibilité parce que l'Europe serait une grande France. Et qu'après Delors, après les ratés de l'élargissement, les ratés de cette union monétaire qui n'a pas été menée jusqu'au bout, tout le monde le dit aujourd'hui, que cette zone euro, elle a été faite de manière incomplète, etc. Des événements aussi qui ont noirci le tableau, comme les guerres de Yougoslavie, première guerre aussi sanglante sur le continent européen depuis 1945. Un certain nombre de choses qui ensuite se sont aggravées avec le traité de 2005, avec la crise grecque, avec la manière dont on n'a pas su gérer les crises de la dette, les crises des réfugiés, etc. L'Europe est devenue impopulaire et elle est devenue une sorte de repoussoir pendant un certain temps, à tel point qu'on en a perdu aussi les côtés positifs, en tout cas la perception des côtés positifs que pouvait être à la fois ce destin commun qui nous assurait la paix, et on voit bien que la paix elle est loin d'être garantie et qu'elle est une des choses les plus fragiles qui soient dans ce monde, et surtout que malgré toutes les difficultés, c'est clair que dans le monde que je décrivais au début de ces puissances recomposées, la France aujourd'hui, ou l'Allemagne d'ailleurs, ne pèse pas assez lourd pour être du côté de ceux qui façonnent les règles de la mondialisation. On les critique suffisamment, et à juste titre, ces règles de la mondialisation, parce qu'on les subit souvent. Le numérique a une nature disruptrice, c'est-à-dire que c'est pas simplement un effet d'amélioration de ce qui était avant, mais ça en change la nature. Et on a commencé à le comprendre dans certains secteurs. Alors c'est la musique qui la première a pris en pleine figure cette idée disruptrice, c'est-à-dire que effectivement on n'achète plus de disques en vinyle, et la musique peut se partager gratuitement sur internet, etc. Et que c'est tout un modèle économique qui s'écroule. Et donc tout le monde a regardé ça en disant les pauvres dans la musique, ils en prennent plein la gueule, etc. Et nous les premiers dans la presse, on les a regardés en disant les pauvres. Puis tout d'un coup c'est arrivé dans la presse. Et on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Parce que quand internet est apparu, dans la presse on s'est dit oh bah tiens c'est bien, c'est un tuyau de plus pour montrer notre contenu. Et on n'a pas compris que ça remettait en cause complètement le modèle sur lequel reposait la presse précédemment, c'est-à-dire l'achat en kiosque, la publicité, les petites annonces, etc. Et du jour au lendemain, les journaux, Ouest France en sait quelque chose d'ailleurs, les journaux ont vu disparaître les petites annonces. Elles sont passées sur le Bon Coin. Et là où il y avait 3-4 pages de petites annonces, emploi, vente de voitures, etc., ça ne marchait plus sur le papier. Et tout d'un coup, on a vu notre modèle économique, et on en est encore là aujourd'hui. Il y a moins de journalistes en France qu'il y a 5 ans. Aux États-Unis, c'est un tiers de moins, quand même. C'est-à-dire qu'on a un nouveau secteur qui a été pris de plein fouet. Et jusque-là, on n'a toujours pas compris que c'était une vague qui allait balayer l'ensemble des activités. Alors après, on a inventé le mot ubérisation. Parce que c'était quoi l'ubérisation ? C'était pas exactement comme dans la presse, c'est tout d'un coup un service qui apparaît à l'extérieur d'un secteur, le secteur des taxis. Vous avez une plateforme technologique, une application qui
court-circuite une activité qui semblait impossible à détrôner. Le taxi, il fallait acheter la plaque, une grosse voiture, des flottes, etc. Et tout d'un coup, vous avez ces gars qui créent une application, les chauffeurs s'inscrivent, vous payez pas parce que vous avez enregistré votre carte bleue, vous recevez votre facture par email dans les 3 minutes, vous mettez une note au chauffeur, le chauffeur met une note au client. Enfin bref, vous avez un changement de paradigme complet. Et vous avez le bouleversement d'un secteur qui semblait inattaquable. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Et on n'est qu'au début d'une vague de changements dont on ne sait pas où elle s'arrête. Les robots, d'un côté, ils peuvent effectivement nous simplifier la vie et nous enlever les tâches les plus pénibles sur les chaînes, etc. Et d'un autre côté, ils vont faire, grâce à l'intelligence artificielle, le travail dans les cabinets d'avocats, chez les notaires, dans la médecine, dans un certain nombre de choses, de tâches qu'on n'imaginait pas faites autrefois par autre chose que par des humains. Et donc on est dans cette transformation qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas su appréhender comme quelque chose qui allait changer complètement la société dans laquelle nous vivions, non pas dans le fait qu'on allait arrêter d'aller acheter notre pain chez le boulanger, c'est pas ça la question, c'est que nos modes de vie, notre rapport au travail, notre rapport à l'administration, les échanges entre nous, tout ça est aujourd'hui incroyablement influencé par la technologie et on n'est qu'au début du chemin. Les réseaux sociaux en sont un exemple, mais ce qui se passe dans la banque, par exemple, dans la finance aujourd'hui, on n'est qu'au début aussi d'une transformation complète. Et les accélérations qu'on vit sont assez étonnantes. Imaginez-vous par exemple que les distributeurs automatiques de billets, c'est quelque chose qu'on associe à la modernité. Voilà, ça a été un grand progrès. Notre carte en plastique, on va retirer de l'argent à 2h du matin à la banque du coin, où qu'on soit dans le pays ou dans le monde. Est-ce que vous savez que le nombre de distributeurs automatiques est en baisse parce qu'on utilise de moins en moins le cash dans notre vie quotidienne. Donc, d'ores et déjà, ce qui était une révolution il y a 15-20 ans, quand ça a commencé, ces distributeurs automatiques, dont on disait ça prend le boulot des guichetiers des banques, on n'a plus besoin de passer à la banque pour retirer de l'argent, etc. Mais déjà, cette phase-là, elle est en train de disparaître progressivement parce que dans quelques années, on payera avec notre téléphone portable. Ça se fait déjà. Si vous allez en Chine aujourd'hui, on parlait de ça tout à l'heure, vous pouvez acheter une bouteille d'eau minérale à un vendeur ambulant pour 10 centimes en scannant son QR code avec votre téléphone portable. Ça fait rire, ça fait sourire, mais ça sera ici un jour, voilà, parce que le secteur bancaire a freiné les cas de fer pour que ce genre de choses ne se fasse pas parce que ça l'embêtait, mais ça se fera. Voilà. Et donc tout ça, tout ce que je veux dire, c'est par cette accumulation de faits, etc., c'est que on peut vivre dans la panique en se disant oh là là, les robots vont prendre notre place et on va tous mourir. On peut vivre dans cette peur permanente. On peut aussi se dire que le monde change, la société dans laquelle on vit change, notre rapport au travail, nos rapports sociaux, etc., tout ça change. Et le mieux, c'est peut-être d'y penser tous ensemble et de faire que ça se fasse dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il n'y ait plus de boulot pour réfléchir à comment on gagne notre croûte, etc. Et quel impact ça a sur la démocratie, quel impact ça a sur les rapports sociaux, etc. Donc tout ça, ce sont des questions qui sont aujourd'hui posées, qui sont sur la table et auxquelles on n'a pas voulu, on a fait l'autruche, on n'a pas voulu apporter de réponse parce que parfois on n'a pas les réponses. Parfois, elles sont trop douloureuses à envisager, effectivement. Ou qu'elles sont données de manière trop anxiogène aussi. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que quand vous avez un rapport du MIT, de Boston, qui vous dit que 40% des emplois existants vont disparaître sous la force de la robotisation, ça vous pose des questions. Moi, je viens de participer à la création d'une nouvelle école à Paris,
qui a été créé par mon ancienne école de journalisme, qui a essayé de créer une école d'un type nouveau. Et dans la promesse de cette école, il est dit, on ne va pas vous former à un métier, on va vous former à des métiers qui n'existent pas encore. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de métiers qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans. Des activités qui n'existaient pas il y a 10 ans, pour lesquelles on ne formait pas les jeunes il y a 10 ans, et qui aujourd'hui sont des vrais secteurs d'activité qui emploient des gens. Qui peut dire aujourd'hui à quoi ressembleront ces emplois nouveaux dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? 20 ans, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, qui doit choisir un métier. Dans 20 ans, il est en plein cœur de sa vie active, et pourtant, personne n'est capable de prédire quel type d'emploi il aura dans 20 ans. Et cette école, la promesse de cette école, c'est de dire, voilà, on vous forme non pas à un métier, mais on vous forme à un état d'esprit, on vous forme à des méthodes de travail, par exemple le travail en mode projet, donc en équipe, et non plus en individuel. On ne vous apprend pas à faire une tâche technique, on vous apprend un état d'esprit qui vous permet de vous adapter à toutes sortes de situations et d'évolutions de vos métiers dans l'avenir. Et ça, c'est un autre changement de regard sur le monde. Il y a le regard effrayé qui est de dire mais comment on va faire, tout est foutu. Et puis il y a le regard qui est de se dire ce monde est exaltant parce qu'il a aussi un potentiel positif extraordinaire, à condition de ne pas se laisser bouffer par lui et de ne pas se laisser retirer le sol sous les pieds au profit de quelques entreprises qui veulent maximaliser les profits, etc. Et c'est là que l'État a un rôle à jouer et que parfois il démissionne parce qu'il est dans l'incapacité souvent d'anticiper, pris à la fois par la médiocrité ambiante et aussi par les impératifs électoraux à court terme, le court-termisme, etc. Et moi je vois la censure. Déjà, c'était que l'introduction, ça.